En fait, cette table ronde s'inscrit dans la philosophie d'accès, c'est-à-dire qu'il y a toujours un travail de terrain qui va alimenter la réflexion théorique en passant par les séminaires. Voilà. Et aussi, c'est l'occasion que tous ceux qui travaillent avec la petite enfance, vous, puissent avoir cette occasion de commencer à observer, penser cette observation-là et enclencher un processus de pensée qui nous fait grandir à tous. Voilà. Et bien sûr, l'enfant est au centre de ces observations-là. Et comme on disait ce matin, bon, il y a les merveilles humaines, pour les titres du colloque. On a dialogué nous tous et on s'est mis d'accord que dans les pratiques, avec cette rencontre entre un adulte, un livre et un enfant, à une époque, j'ai pensé ça comme un triangle, c'est-à-dire il y a l'adulte, l'enfant et le livre, introduit un triangle par rapport aux premières communications qui sont face à face. J'ai introduit ce triangle-là où c'est pas ni toi ni moi, mais quelque chose d'extérieur pour créer les triangles par lesquels le monde extérieur et la pratique culturelle peuvent entrer. Mais en fait, il y a une quantité de triangles dans cette histoire parce qu'il y a les triangles entre l'adulte, l'enfant et le livre, des triangles entre les parents, l'enfant et le livre, des triangles entre la lectrice, les parents et l'enfant, c'est-à-dire il y a une quantité de triangles qui vont se croiser, si on peut dire des choses comme ça. Et oui, ils vont s'interconnecter. Et je pense que c'est une belle métaphore de comment est-ce que la culture se transmet, c'est-à-dire en mettant en scène des pratiques qui sont extrêmement complexes finalement, mais que les humains ont cette capacité, nous avons cette capacité assez extraordinaire d'être capables d'extraire d'une pratique culturelle de quoi il s'agit. Voilà. Et c'est comme ça que toutes les observations qui vont être présentées vont un peu dans ce sens-là. Qu'est-ce que l'enfant nous apprend? Qu'est-ce que les parents, qu'est-ce qu'on peut dire aux parents? Comment le dialogue entre les parents et les promoteurs? Qu'est-ce qu'on transmet à l'enfant? Qu'est-ce que les parents nous transmettent? Qu'est-ce que les enfants se transmettent entre eux? Tout ça fait quelque chose de très complexe, un réseau de rencontres, si on peut dire les choses comme ça. Bon, alors, c'est qui veut commencer? On va essayer de faire comme c'est écrit. Je sais pas, c'est branché. Du coup, on m'a demandé de parler de l'émerveillement des bébés en PMI. Donc, du coup, j'ai commencé par essayer de réfléchir à qu'est-ce qu'il y avait de spécifique au lieu de la salle d'attente de PMI. Alors, c'est vrai que c'est un des premiers fondements d'accès, hein, c'était de lire. Alors, tu as eu raison, Evelyne, de rectifier. On disait à l'époque toujours sous le regard des parents. Effectivement, maintenant, avec l'expérience et le recul, on devrait vraiment dire avec les parents, hein, non seulement leur présence, mais leur participation, même si quelquefois elle ne passe pas par la lecture de l'album. Donc ça, c'est vrai que c'est une des composantes du fait de lire dans la salle d'attente. L'autre chose, c'est que les parents ne sont pas là pour lire, hein, et ça aussi c'est constitutif de la création d'accès, c'était de trouver un endroit où il y avait des bébés, des parents, et Accès avait pensé à la bibliothèque, mais en sachant que les familles qu'on voulait toucher n'iraient peut-être pas directement à la bibliothèque, donc il fallait se trouver là où étaient les familles. Et la salle d'attente de PMI a été le premier lieu qui a été exploré par Accès, et la première lectrice d'Accès. Vous me direz si je me trompe, mais c'est ça. Et les parents sont là, pas pour lire, hein. Ils sont là pour faire peser leur bébé, pour le faire vacciner, pour suivre le sommeil, pour suivre l'évolution de leur enfant. Donc il y a ça, donc c'est une surprise, hein, c'est une surprise pour les parents parmi ces jouets de trouver, moi j'ai toujours un énergumène qui est là et qui a un jouet de plus, mais sauf que ce jouet-là, il va aller vers la famille en disant, écoutez, bonjour, je suis là pour lire des livres au bébé si vous avez envie en attendant la consultation, en attendant la pesée. Ce qui crée surprise en 82, qui crée toujours surprise en fin 2019, hein. La première observation dont je vais parler s'est passée la semaine dernière, donc c'est vraiment 2019. C'est un lieu quand même qui peut être porteur d'anxiété, parce que si le bébé ne prend pas de poids, s'il dort mal, mais même si le bébé a un vaccin, les mamans ont beau être convaincues que c'est pour le bien de leur enfant, elles sont quand même très anxieuses qu'on fasse mal à leur bébé, pas du tout envie. Hein, et la semaine dernière, j'ai vu une maman avec un bébé, il avait 9 mois ce jour-là, elle trouvait que c'était vraiment pas bien que ça tombe pile le jour de ses 9 mois de son anniversaire. Donc elle en a parlé à plusieurs reprises, hein, et j'ai dit, oh oui, mais après vous allez lui fêter autrement, etc. Bon, et on a lu, la lecture est venue se placer là.
Et par rapport à d'autres, par exemple à l'épicerie solidaire, c'est quand même autour de l'enfant. C'est-à-dire que quand on vient à la PMI, contrairement à l'épicerie solidaire, c'est quand même autour du bébé. Donc il y a quelque chose comme ça. Alors, moi j'ai plusieurs observations sur l'émerveillement des bébés devant les livres, mais c'est vrai que j'ai réfléchissais aussi avant de vous les donner à ce qui avait fait que ça avait pu avoir lieu. Alors, c'est vraiment beaucoup de choses qui sans doute m'échappent, hein, et tant mieux que beaucoup de choses m'échappent, mais il y a quand même un espace psychique qui s'y prête. C'est-à-dire, c'est pas simplement parce que la lectrice est là, hein, en bonne professionnelle, qu'elle a les bons livres et qu'elle a des familles, hein, parce qu'il n'y a pas de famille dans la salle d'attente, c'est quand même plus compliqué. Mais il y a quand même un contexte psychique qui fait que ça va être possible. Et là, c'est moi ce que je préfère en PMI, et je pense que c'est aussi ce qui est le plus délicat, c'est qu'il faut pouvoir y aller ou ne pas y aller. Il faut être en même temps extrêmement discret, extrêmement en recul, et en même temps extrêmement réactif et présent et actif. Donc ça, c'est très subtil. Parce que si vous allez dans l'intrusion, une famille qui est là avec son... je pense à cette famille que je voudrais évoquer, qui était une famille kurde, dont la maman ne parle pas et ne comprend pas le français. Le papa le parle et le parle un peu et le comprend. Et donc je pense que c'était la raison de sa présence à la consultation, c'était pour traduire. Et la maman avait sur ses genoux un bébé de 5 mois. Et donc quand je me suis approchée en disant « Bonjour, je suis là pour lire des livres au bébé », le papa a traduit à son épouse et je n'avais pas besoin d'interprète pour comprendre ce qu'elle a répondu. C'était bon, elle montrait le bébé, 5 mois. Bon, elle est gentille, mais elle ne doit pas exactement bien comprendre. Voilà. Et donc là, si vous voulez, c'est le genre de situation qu'on a toutes rencontrées maintes et maintes fois. Après, là, il faut savoir si on va y aller ou si on ne va pas y aller. Hein, vous êtes devant la famille. Vous venez de vous présenter, vous avez des livres, peut-être un livre... Non, moi, j'ai jamais de livre à la main. J'attends d'abord de me présenter, je prends le livre qu'après. Mais de savoir si, malgré le grand étonnement et le visage de cette maman qui est plus que sceptique devant ce que je viens de dire, et le barrage de la langue, et ce bébé très petit, hein, très jeune, 5 mois, bon, voilà. Mais il y avait quelque chose dans l'ordre de l'espace psychique, peut-être de la façon dont cette maman tenait son bébé sur ses genoux, face à moi, donc elle ne l'a pas repris contre elle, dont le papa était souriant et je pense peut-être en quête de quelque chose, hein, dans son silence, hein, mais aussi dans son sourire. Et le fait que j'ai pu dire, est-ce que je peux lui montrer un livre? Et il a dit oui. Il a quand même traduit à son épouse, qui a dit ça. Vous voyez, pas plus. Hein. Mais elle a dit oui, et je pense pas sous la contrainte. Et voilà. Et j'ai pris alors le livre qu'on utilise le plus avec les petits bébés. Bon, je l'avais dans les 2 formats. Moi, je l'ai toujours dans les 2 formats, mais là, il se trouve que celui qui était tout près de moi était celui cartonné. Et donc j'ai lu. Donc le bébé était sur les genoux de sa maman. Tu veux bien faire maman et bébé en même temps? Il faut être gonflé. Voilà. Donc alors, voilà, elle avait son bébé sur les genoux, elle avait le livre, et donc moi j'étais de côté. Toujours extrêmement important, hein, d'être de côté, parce qu'il faut que le parent, enfin les parents, soient. Alors j'étais de l'autre côté en fait parce qu'il y avait le papa là, donc j'étais de l'autre côté. Il faut que les parents soient au cœur de cette lecture avec l'enfant. Moi, en même temps, je suis porteuse, je suis médiatrice, et je lis. Et quand il l'a regardé, tout de suite, il l'a regardé à gauche, il l'a regardé à droite, ce qui pour un bébé qui certainement n'avait jamais vu de livre était assez exceptionnel, parce qu'en général, les bébés ont besoin de se familiariser avec cette expérience extrêmement étrange et tout à fait nouvelle, puisque au lieu qu'on lui parle et qu'on s'adresse à lui, il y avait un support entre nous. Mais lui, d'emblée, a regardé à gauche, à droite. Et alors, ce qui s'est passé, c'est à un moment, il y a une page, si tu peux la trouver, où il y a bébé chut, et sur la page à côté, bébé boum boum. Et là, il a éclaté de rire. Ce qui est rare pour un petit bébé de 5 mois. Vraiment, il a ri. Et alors, la maman, là, elle était convaincue. Et le papa qui était déjà très en... Souvent, les papas
ont des projections très positives sur l'avenir. Hein. On sent dans les regards de ces parents, ces familles avec lesquelles on travaille, que du coup, il y a toujours l'idée qu'il y a des compétences pour leur enfant quand on propose ce livre. Hein. Et alors, c'était absolument formidable. Et quand on est arrivé au miroir, il a fait comme tous les bébés, c'est-à-dire les tout petits bébés, ils ne se regardent pas dans le miroir. Et non, même pas, ils regardent cette page-là, moi, très souvent. Ils regardent les bébés et ils ne se regardent pas. Alors là, les parents ont mis toute leur énergie, comme ils font tous les parents, à essayer de montrer qu'il était là. Voilà, bon. Donc ils étaient très actifs, vous voyez. Hein, ils venaient de... Voilà, on n'avait pas vraiment la langue, et on avait tout là, en quelques minutes. Et il était tellement friand que j'ai recommencé la lecture. Et il a été vraiment un enfant super parce qu'à boum boum, il a éclaté de rire. Donc j'avais là vraiment l'émerveillement de cet enfant qui là a passé par le rire, par le sourire. Mais ce que je voulais dire, c'est que l'émerveillement, il peut passer par le silence, hein, par un regard, vous voyez, sur des enfants plus grands. On voit par exemple, des livres et moi, qui est un autre. Ils me demandaient pourquoi on utilisait toujours les mêmes livres. Mais c'est parce qu'on en trouve moins bien dans les nouveautés. Voilà, c'est un grand classique qu'on lit énormément. Alors là, aux enfants un peu plus grands, enfin moi je le lis en tout cas, souvent il est choisi par des enfants souvent qui ont 15, 22 mois. Bon après ça s'arrête plus, mais c'est vrai qu'il a une lecture rapide, efficace. On chante, il y a tout dans ce livre. Hein. Et les enfants sont absolument subjugués par la lecture de ce récit. Hein. On claque, alors il y a le bruit, hein, mais en même temps, on recommence et on recommence et on recommence. Et c'est un album qu'on peut lire 10 fois d'affilée. Et ensuite, il y a l'enfant d'à côté qui, à tour de rôle, va demander, on va relire et on va relire. Et là, il n'y a pas d'éclat de rire. Hein. Il y a un peu le sourire quand on écrase le crocodile, parce que ça, c'est jouissif. Mais il y a quand même toute cette fascination, cet émerveillement devant quelque chose qu'on... Le crocodile ne va pas nous manger, nous, mais ils en sont... Vous voyez, et ça, c'est formidable. L'émerveillement ne passe pas que par ces sourires, enfin... cette béatitude. Hein. Ça peut être aussi juste pour les tout petits bébés par le corps. Hein, ce bébé qui est appuyé contre le dos de sa maman, pas le dos, contre sa maman, à son dos contre sa maman, et qui du coup, on voit là tout de suite cette énergie. Hein, il va se redresser. Ça peut être un battement de pied, ça peut être simplement, qui montre à quel point. Et les parents sont les premiers à capter les signes. Hein. C'est-à-dire qu'ils vous disent 2 minutes après, oh, vous avez vu, ça l'intéresse. Alors qu'ils viennent de vous expliquer que vous étiez cinglé, mais bon, enfin, à demi-mot parce qu'ils n'osent pas vous le dire, mais ils l'ont laissé sous-entendre que quand même ça ne devait pas bien aller, quoi. Et là, ils sont en train de vous expliquer, et vous avez vu, c'est cette page-là qu'ils préfèrent. Alors c'est aussi grâce à l'esthétique des albums. C'est sûr que là, j'ai amené un album sans texte. J'utilise très peu avec les bébés, les albums sans texte. Là, c'est un imagier, enfin, ou un album sans texte, je ne sais pas, mais plutôt un imagier. Mais moi, je suis conteuse par ailleurs, donc je suis une femme de parole, donc le silence n'est pas toujours mon fort. Mais là, vous avez une qualité esthétique de cet album, je ne sais pas si vous le connaissez, qui fait que les bébés sont fascinés par la matière. Hein. Ce matin, on parlait aussi de la matière, du vernis, de la ligne, qui est très pur, puisque vous avez toujours ce trait sur chaque page. Et j'ai vu beaucoup de bébés émerveillés devant la qualité esthétique de cet album. On le dit souvent, mais voilà. À la ligne, Jimmy Lee, et c'est chez Mine Édition. Je ne sais pas s'il est encore disponible, ce n'est pas une nouveauté. Les albums de Claire D sont absolument somptueux. Et ces albums qui souvent mettent assez mal à l'aise les adultes, professionnels même de bibliothèque, sont superbes. Et là, la semaine qui vient de s'écouler, j'ai eu encore des observations de tout petits bébés. Séquence, c'est Artichaut, elle joue sur chaud, c'est le chaud, c'est un chaud. Alors vous avez par séquence, donc vous avez le chaud des foires. Laisserait que les plus grands aiment, c'est jouer avec cette présence-absence des objets qui sont cachés. Après, vous avez des pages qui s'ouvrent. Alors, je suis mal.
parler avec un micro, mais je cherche une page qui s'ouvre là. Et là, vous avez un émerveillement. Tout ça est... Et tout ça n'est possible. C'est-à-dire que je crois qu'on peut avoir les plus beaux albums, on peut avoir la meilleure volonté, on peut avoir les meilleurs professionnels. Il faut que l'espace psychique qui soit développé à ce moment-là soit réuni. Et c'est vrai que tu me redisais encore, Evelio, ce matin, qu'il y a les capacités naturelles. Je ne sais pas, c'est comme ça que tu disais. Fait, oui. Capacités naturelles de l'enfant sont là. Simplement, alors là, on peut reprendre le cultivateur, mais c'est vrai qu'il faut qu'il y ait des gens qui soient là et des moments qui soient là pour pouvoir permettre à l'enfant de les exprimer. Et ça ne se fait qu'à un moment. C'est-à-dire qu'il faut être là à ce moment-là. Je reprends encore la phrase d'Evelio, la dernière phrase d'Evelio dans le DVD d'Accès qui dit c'est comme la langue orale, il se passe une chose. Enfin, je te laisse le redire mieux. Voilà que les mots, en même temps qu'on les prononce, ils s'en vont. Il faut être là présent pour pouvoir les capter. Je trouve que c'est ça qui est très fascinant en PMI, c'est qu'il y a un moment possible et quelquefois il arrive qu'on ne peut pas aller vers toutes les... puisqu'on s'adresse à une famille, à un bébé, on ne peut pas aller vers tout le monde. Bon, et puis à un moment, la famille va être appelée en consultation, en pesée, et donc vous dites « Ah, j'ai pas eu le temps, bon, voilà. » Il y a vraiment ces situations qui sont là et qui demandent... Je crois énormément d'humilité et de doigté, et en même temps une présence très, très habitée des lecteurs, parce qu'il y a une chose que j'ai appris au fil des années, par exemple, c'est que quand vous voyez ces parents, comme là, avec l'observation que je vous cite de lundi, là, c'est qu'à un moment, vous avez vraiment envie de laisser ce papa et cette maman avec leur bébé et le livre. Vous vous dites, bon, ça y est, ils ont vu, le bébé a donné le signe... Et en fait, je ne le fais plus parce que ça m'est arrivé un certain nombre de fois de me retirer. Et c'est pas dur parce que je suis de côté, donc je peux très bien, si je vois que le parent fait le geste de prendre le livre, parce que déjà il faut qu'il le prenne, parce qu'en général c'est toujours moi qui le tiens. Eh bien, vous vous retirez et tout d'un coup, c'est comme si le livre brûlait les mains. Le livre est fermé immédiatement. J'avais une observation par rapport à une maman. C'est quand même l'émerveillement des parents, c'est que dans une salle d'attente de PMI, j'avais montré, voilà. Les adultes sont très déstabilisés par ce genre d'album. Non, mais on va le mettre par terre. Et du coup, là, j'étais avec des bibliothécaires, comme tout projet d'accès. Et elles me disaient, mais Isabelle, comment vous l'utilisez? Parce que on ne sait pas trop quoi en faire, quoi. C'est beau, mais... Et du coup, je l'étale comme ça, dans la salle d'attente. Et il y avait une maman avec son bébé. Et à ce moment-là, la maman s'est complètement investie dans le livre, alors qu'elle était plutôt en retrait par rapport à ce qui se passait. Et alors, elle nous a cité, est-ce que c'est bien le côté des fruits, là, que vous avez? Voilà. Elle a dit, ah, mais je reconnais. Elle était, je ne sais plus si c'était Jakarta, ou enfin, Indonésie, me semble. Et alors, elle a commencé à citer les fruits qu'elle connaissait. Il y avait certains que nous, on ne connaissait pas. Ah, elle a dit, c'est beau, et ça, vous connaissez. Et alors, voilà, qu'elle nous a emmenés. Moi, je m'apprêtais à montrer à la bibliothécaire, voilà, puisqu'on ne lisait pas. Et elle nous a emmenés, et son enfant, qui était là et qui était en train de jouer, il est venu, bon, c'est sûr que ça incite à venir le manipuler, ce livre, mais même, je pense que là, l'énergie que sa maman, tout d'un coup, de découvrir, de nous... On se disait, ah bon, ça, c'est ça, ah oui, il y en a, ah oui, parce que nous, on ne le connaît pas, ce fruit, voilà, et l'enfant est venu, il s'est mis à regarder, et du coup, la maman n'était absolument plus impressionnée par le livre, puis elle lui a montré, elle lui a nommé, dans sa langue, et c'est devenu un moment absolument formidable. Elle s'est mise à nous parler de sa langue, du fait que son grand avait honte parce qu'elle ne parlait pas assez bien français, voilà. Et qu'en même temps, quand il rencontrait quelqu'un de la même nationalité, il disait « Ah oui, mais nous aussi, on est de ce pays-là. » C'était formidable. Oui, elle s'est complètement ouverte et livrée parce que, voilà, sur la beauté de cet album, l'esthétique, et bon, il y avait aussi la thématique, ça parle de nourriture. Bon, de l'autre côté, vous avez les enfants, vous savez, elle a fait cet album, elle l'a constitué après un accueil dans une comment on dit, résidence. Alors, j'hésite à chaque fois, est-ce que c'est une classe maternelle ou est-ce que c'est une crèche? Je ne sais plus. Enfin, voilà. Donc, de l'autre côté, si tu le retournes, Evelyne, vous avez les enfants. Là, vous avez les légumes. Ah. Et on le met... Et ce sont réellement les enfants, ce sont les photos des enfants avec qui elle a travaillé.
De celui-là, c'est une bonne question parce que je ne vais pas le redire, je vais le dire parce que je ne l'ai pas dit. Qui suis-je? Le Claire D. D, c'est D-E, aux éditions des Grandes Personnes. D-E, Claire D. Et juste pour terminer sur les textes, parce que là, on n'a pas, je vous ai montré un beau livre, un des albums que moi j'utilise le plus aussi. Alors là, je vous parle toujours des petits, hein, des moins de 6 mois, quand je vous dis les bébés. Pour moi, ce sont les... qui a un texte absolument formidable, qui est une berceuse. Enfin, je ne sais pas si elle l'a écrit comme une berceuse, c'est une traduction puisque c'est même Fox qui l'a écrit, donc en langue anglaise. Et c'est une balance, et là, ça rejoint tout ce qui a été dit ce matin sur la musicalité, sur le... Non, merci, parce que là, il y a une subtilité dans l'observation, dans le vécu de la situation. Et cette idée d'espace psychique, moi, je l'interprète, je ne sais pas comment tu veux nous le faire, tu peux nous l'expliquer un petit peu plus. Bon, je l'interprète comme un espace d'intersubjectivité positive. C'est vrai qu'il faut être assez professionnel, assez disponible, assez prudent pour pouvoir arriver là à créer ce mouvement d'intersubjectivité. À la fois la lectrice, les parents, les bébés, un qui n'est pas très convaincu, l'autre qui commence à peine à entrer dans le jeu. Je crois que l'activité du père là est très importante, parce que si tous les deux étaient complètement hostile, la chose n'aurait pas pu marcher. Et c'est là où j'admire ta capacité à pouvoir capter tout ça et savoir si oui ou non. Et c'est subtil, c'est délicat. Bon, et une chose qui revient tout le temps dans ce type d'observation, c'est la découverte qu'ils font les parents des capacités des enfants qui s'ignoraient. Ce bébé qui, boum boum, il éclate à rigoler. Ça nous, c'est étonnant et c'est extraordinaire. Et c'est là où les parents sont étonnés. Et moi, quand j'ai écouté cette histoire-là, j'ai pensé à ce qui se passe dans un bébé lorsque, pour la première fois, il se rend compte qu'il y a des sons qui sortent de la bouche. Quand on prend un bébé et on le prend face à face, si on ne lui parle pas, bon, ça. Mais quand on commence à lui parler, immédiatement, la rétine du bébé s'ouvre. C'est-à-dire, il est tellement, c'est un étonnement extraordinaire de voir qu'il y a des sons qui sortent de la bouche. C'est pour ça qu'en toutes les cultures, on prend les bébés et à 25 cm de distance, on commence à lui parler. Et là, c'est la rencontre avec la voix. C'est émerveillement, c'est le mot, cet enchantement de la voix. Voilà. Et une fois que les parents ont découvert que le bébé a des compétences, entrent dans le processus d'alimenter ces compétences-là. Parce que c'est ça la question. Quand on parle des compétences des bébés, c'est extrêmement difficile pour les expliquer théoriquement. Mais une fois qu'on sait qu'ils existent, notre fonction, la fonction des parents, des professionnels, c'est d'alimenter pour que le bébé entre dans un processus de construire son propre cheminement. Et voilà, c'est ça. Le discours théorique est très compliqué à ce niveau-là, parce qu'on ne peut pas expliquer cette compétence à quoi consiste. C'est exactement ce qui se passe avec l'appropriation de la langue orale. Si on essaie d'expliquer la langue orale du point de vue linguistique, on tombe à côté de la plaque. Parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est cette espèce de captation de toute l'activité motrice pour produire cette musique. Et on commence à créer une espèce de grammaire langagère. Ce n'est pas une grammaire scolaire, ce n'est pas la même chose. Et c'est la grammaire langagère que l'être humain doit comprendre, doit intérioriser, pour mettre en scène ses sentiments à travers de la voix, à travers des mouvements de visage, etc. Et la grammaire que nous faisons linguistiquement ou scientifiquement ou grammaticale ne va pas dans ce sens-là. Alors on est obligé, c'est là où la théorie est difficile. Nous, les linguistes, devons avoir un discours très prudent quand nous parlons de l'appropriation de la langue orale chez le bébé. Parce que le discours que nous avons construit culturellement, parfois, il va dans une autre direction. Et donner au bébé la possibilité de capter ces espèces de grammaire langagère que j'appelle, par la musique de la voix, mouvement de visage. Quand tu fais ces gestes-là de la bouche,
Les parents ils disent ah ouais, il vous a compris, etc. Voilà, Marie parlait ce matin de l'importance de la matérialisation à un moment donné dans la transmission de la culture. C'est vrai qu'une culture, c'est un ensemble de représentations mentales extrêmement complexes à expliquer, mais en fait, ils se mettent sous la forme de pratiques culturelles. Et encore une fois, c'est à travers la pratique culturelle qu'on va extraire de quoi il s'agit. Merci pour cette observation-là qui est très, très riche. Je voudrais m'inscrire en faux, porter en faux contre quelque chose que tu as dit, Isabelle, en disant que tu es une femme de parole, que tu dois toujours énoncer des mots. Et ça fait 2 fois que nous avons une conteuse dans notre équipe, après Cécile Camus, dont je donnerai un exemple. Et je pense ce que nous apprenons tous des conteurs, c'est savoir se taire. Et c'est tellement important de savoir se taire dans la parole, n'est-ce pas, Eveillot, dans ce que tu dis. C'est-à-dire dégager l'espace d'une écoute pour des mots. Je me souviens de Cécile Camus qui, au château de Marcoussis, un soir, les assistantes maternelles qui investissaient beaucoup étaient venues après leur travail. Ça devait être l'hiver, la nuit tombait tôt, mais c'était dans la nuit au château. Et elle nous a raconté « Bonsoir Madame la Lune », je crois, j'ai oublié l'auteur, un livre... Bon, mais c'est un livre sans parole. Et alors, les assistantes maternelles ont dit « Raconte-nous, raconte-nous ». Elle s'est levée et puis elle a raconté le livre, c'est-à-dire qu'elle s'est tue complètement, en silence. Oui. Et alors, attendez, la suite, c'est que, bon, moi je dis quand même, un peu théâtre, enfin. Et les assistantes maternelles, quand elle a eu fini, lui ont dit « Recommence ». Et elle a recommencé. Et j'ai aussi un autre exemple, c'est un conteur que tu dois connaître sans doute, j'ai oublié le nom, près de Nantes, très connu. J'ai passé une soirée avec lui parce qu'on était à déjeuner, etc. On nous avait mis dans un petit hôtel. Et donc, une soirée enchantée, émerveillée, etc. Et j'ai vraiment eu l'impression d'une soirée extrêmement remplie, etc. Et quand vraiment j'ai remis les pieds sur terre, je me suis aperçue qu'il n'avait presque rien dit. Mais je vous assure que j'ai eu l'impression d'une soirée meublée par du langage, par des mots, etc. Je pense aussi à Evelyne Sevin, quand elle nous a raconté Blanche-Neige. Je pense que les conteurs ont l'art aussi des mots, des paroles, c'est vrai, mais aussi du silence et de l'écoute. Marie. Dans cette scène, moi, ce que tu as fait de très bien, c'est de savoir se taire au bon moment. Ah, mais c'est ça, je pense que toutes les lectrices pourraient en témoigner, c'est vraiment cette capacité à être là tout en laissant les choses se faire. Et peut-être juste pour terminer, en sachant que peut-être ça ne se reproduira jamais. C'est-à-dire qu'il y a eu ça, voilà, et ne jamais présager que voilà, c'est gagné. Ça touche à ce moment-là, ça touche tout le monde. Là, on n'a plus quelle que soit la vie des gens juste avant, juste après, leurs conditions de vie, leur milieu socio-culturel. Ça est possible, là. Après, on ne sait pas ce que sera la suite, mais ça a existé. Ça, tout à fait. Merci. Bon, merci Isabelle. Donc moi, je vais vous parler... Donc, je ne suis pas conteuse, donc c'est difficile pour moi de passer juste après Isabelle. Mais je vais vous parler de 3 vignettes recueillies à l'accueil famille de la maison d'arrêt de Fleury-Mérogis. Mais avant toute chose, je voudrais vraiment vous décrire le contexte de mon intervention et son environnement, parce que ces éléments me semblent tout à fait importants pour que vous puissiez vous représenter au mieux ces temps de lecture. Donc, j'interviens depuis janvier 2014 à l'accueil famille de la maison d'arrêt de Fleury-Mérogis. Ces actions sont le résultat d'un partenariat avec l'association Lire c'est vivre, que je vais présenter dans un moment, mais je voulais ajouter que Accès intervient à Fleury-Mérogis depuis de nombreuses années, à la nurserie. La nurserie, c'est donc un lieu où les femmes sont incarcérées, enceintes ou déjà ayant eu leur bébé. Elles peuvent garder, selon la loi française, jusqu'à 18 mois le bébé avec elles. Donc, Accès intervient dans ce lieu depuis quelle année ? Depuis 85. Donc, Lire c'est vivre a vu le jour en 87, suite à un protocole d'accord, effectivement, ce que tu disais, entre les ministères de la Culture et de la Justice.
Et dans ce protocole, il était question des modalités de la mise en place des bibliothèques et de l'accès de la population carcérale aux différentes pratiques culturelles afin de lutter contre les exclusions. Et je trouve ça intéressant parce que lutter contre les exclusions, c'est ce qu'on fait aussi à Accès. Donc, je trouve que voilà, on se rapproche bien. Donc maintenant, actuellement, effectivement, chaque bâtiment dispose d'une bibliothèque. Il y a au total 9 bibliothèques à Fleury, dont 6 à la Maison d'arrêt des hommes. Les bibliothèques sont gérées par des auxiliaires bibliothécaires détenus, recrutés et formés par l'IRC Vivre. Donc, l'IRC Vivre et Accès ont donc le même objectif et il était donc tout à fait, j'ai envie de dire, pertinent qu'Accès réponde au projet de l'IRC Vivre. Le projet de l'IRC Vivre, je vais vous l'exposer brièvement, c'était de mettre à la disposition des albums dans cet espace qu'on appelle l'accueil famille. C'est en fait un espace où les femmes, puisque c'est la maison d'arrêt des hommes, c'est en majorité des femmes et des enfants qui sont dans l'attente d'un parloir. Donc c'est dans ce lieu que j'interviens. Et à chaque fois que je pense à ce lieu, je te rejoins Isabelle, je ne peux m'empêcher de penser à Renier Diatkin qui avait imaginé les interventions d'Accès dans des endroits où les enfants s'ennuient. Sauf que j'ai envie de dire, ici, l'ennui il est souvent chargé d'appréhension, voire d'angoisse, car il s'agit de rendre visite ou à son père, son frère ou son grand-père. Je rajoute son grand-père parce qu'il n'y a pas longtemps, j'avais un petit garçon qui allait voir son grand-père. Voilà. Donc j'interviens une fois par mois, donc avec des bénévoles de l'IRC Vivre, sur un créneau de 2 heures, entre midi et demi et 14h30. Je voulais aussi remercier, je ne crois pas qu'il y ait de bénévoles là, de l'association qui viennent lire avec moi, parce qu'elles sont vraiment très, très investies. Elles sont là quand même tous les mercredis et tous les samedis matins. Moi, je n'y vais qu'une fois par mois, donc elles sont vraiment très investies. Bien sûr, avant de commencer le projet, on avait, on va dire, élaboré une bibliographie avec l'IRC Vivre. Donc, il y a un fonds considérable d'albums qui reste toujours là. C'est-à-dire que même si moi, je ne suis pas là, les bénévoles disposent d'un fonds vraiment important. Maintenant, je vais vous présenter l'espace, parce que justement, j'ai envie de dire l'espace est important, puisque vous voyez que la raconterie, on a aussi parlé d'espace. Donc, l'accueil famille est un bâtiment de plein pied. À l'entrée, nous trouvons le bureau des surveillants et le bureau d'une autre association qui s'appelle CEP 91, c'est-à-dire Soutien Écoute Prison 91, qui est aussi une association qui fait d'autres choses, mais qui est vraiment très investie aussi à Fleury. À la suite se trouve une grande salle rectangulaire dans laquelle nous intervenons. Cette salle est bordée d'un côté par des casiers, où en fait les familles sont obligées de laisser les objets qui sont interdits en prison, et de l'autre par des baies vitrées. Des bancs y sont installés, au fond de la pièce, des tables et des chaises. Nous, c'est dans un coin à l'entrée de cette grande salle, j'insiste là-dessus parce que je trouve que stratégiquement c'est important, c'est vraiment à l'entrée, on est obligé de passer devant notre espace. C'est dans un coin à l'entrée de cette grande salle que nous installons donc les jouets, bien sûr, et les albums. Alors cet espace, je vais vous le décrire parce que moi, il me semble vraiment important. Il est délimité par des cloisons prédécoupées ouvertes sur la salle. Il y a des tapis, des chauffeuses, des petites chaises et des tables qui sont installées. Nous essayons en fait de rendre cet endroit chaleureux, mais en fait c'est souvent la présence des enfants qui permet d'insuffler un peu de chaleur, parce que c'est plutôt un espace à l'origine plutôt froid. Donc au sein de cet espace, nous pouvons voir ce qui se passe dans le reste de la salle, tout comme ceux qui restent à l'extérieur peuvent nous voir. Ça, vous allez voir dans les observations comme c'est important. Pour moi, je qualifierais cet espace comme un entre-deux. Entre-deux car nous sommes dans un espace semi-ouvert, mais aussi entre-deux car nous sommes dans l'enceinte de Fleury-Mérogis sans être à l'intérieur de la prison. Et c'est vraiment c'est différent sans être différent, parce que moi, je suis déjà rentrée à la prison pour faire des réunions à l'IRC Vivre. Il faut passer une porte, il faut repasser une porte. Enfin, il y a toute une démarche qu'on n'a pas quand on arrive dans l'espace famille. On arrive. On peut aussi penser que pour l'enfant, en tout cas, moi, je le pense comme ça, c'est aussi un entre-deux, puisqu'il est dans l'attente de rendre visite à son père, son frère ou son grand-père. Cela n'est vraiment pas simple pour tous. Certains, au contraire, sont soulagés
quand le parloir est annoncé, et d'autres expriment vraiment des résistances pour y aller. Donc quand les mères arrivent, je dis les mères de manière un peu générale, elles ont toute liberté de rentrer dans notre espace, dans cet espace, ou toute liberté de rester à l'extérieur. Tout comme nous avons toute liberté d'aller au-devant d'elles ou de ne pas y aller. Et ça, c'est chaque fois quelque chose que j'évalue au cas par cas. C'est vraiment... est-il pertinent ou non de sortir? Je ne sais jamais. Je ne sais jamais quand je vois la mère. Enfin, j'observe et voilà. L'accueil famille de la maison d'arrêt a ses spécificités, comme tout lieu, mais comme tout autre lieu, en même temps où nous intervenons, lorsque nous nous installons, nous ne savons pas du tout ce qui va s'y passer. Quoi qu'il en soit, nous prenons en compte la présence du parent. Souvent, les mères présentes restent à l'extérieur. Certaines en profitent pour souffler, échanger entre elles. D'autres surveillent leurs enfants à distance, mais n'en perdent pas une miette. Certaines encore, certes moins nombreuses, s'y risquent volontiers. Donc là, je vais vous parler d'une maman. Donc c'est le cas d'une maman qui, elle, est rentrée dans l'espace. Et donc, je vais vous la présenter. Elle est accompagnée de sa fille âgée de 7 ans et de sa nièce Nadia, âgée de 2 ans. Très vite, cette maman me parle volontiers, c'est-à-dire que je n'ai même pas besoin de m'approcher, elle me parle, elle. Très très vite, elle s'approche et elle me parle. Elle me raconte, ou plutôt elle se raconte. Elle me dit qu'elle fait partie des gens du voyage, me décrit ce que l'école lui a permis d'acquérir et surtout son plaisir d'y aller. Puis, je propose à sa nièce Nadia plusieurs albums. Sa mère, elle, est restée à l'extérieur, assise sur un banc, ce qui lui permet d'observer à distance. Nadia écoute attentivement alors. Dès que le bébé apparaît, elle prononce le mot bébé. D'ailleurs, c'est le seul mot que je lui entendrai prononcer. Et elle se réjouit de son apparition. Je relis l'album et lui propose ensuite beaucoup de beaux bébés. Pendant la lecture, elle dira de nouveau bébé à de nombreuses reprises avec beaucoup de contentement. Puis, elle se lève et sort de l'espace. Mon attention est alors prise par d'autres enfants. Et en fait, c'est vraiment beaucoup plus tard que je m'aperçois qu'elle est sortie, qu'elle se trouve auprès de sa mère avec beaucoup de beaux bébés qu'elle tient fermés dans ses mains. Donc à ce moment-là, je me décide à les rejoindre. Je me présente brièvement auprès de la mère et lui explique ce que nous faisons. Et là, aussitôt, elle me confie qu'elle ne sait pas lire. Que, contrairement à sa sœur, elle n'a jamais aimé l'école. La séparation avec sa propre mère lui était insupportable. Elle a donc peu fréquenté l'école. Je lui propose de lire l'album à sa fille ainsi qu'à elle, donc beaucoup de beaux bébés. Je fais une première lecture où je sens cette maman mais vraiment très attentive à chaque mot lu. Puis, plus en confiance, elle accepte de le lire avec mon aide. Et moi, j'ai trouvé que c'était un très, très beau moment de partage qu'on a éprouvé à 3. Nadia était vraiment complètement suspendue à la lecture de sa mère. Et cette petite fille, elle a vraiment pu faire le pont entre cet espace et sa mère, alors que sa mère n'avait pas pu franchir cet espace. Et cette maman, elle a pu s'autoriser aussi à lire à sa fille, sans doute pour la première fois. Donc ça, c'est la première vignette. Je vais vous présenter 2 autres vignettes. Alors, entre autres, autour de cet album qui Allume la Lune, qui est un album CD, qui est vraiment un album très précieux à Fleury. Pas seulement sur celui-ci, mais aussi sur celui-ci. Alors, c'est un recueil de berceuses quand même pour celles que j'explique un peu ce qu'il contient. Donc, c'est un album, un recueil de berceuses qui a été collecté par la médiathèque de Roubaix. Donc, il s'agissait de favoriser la transmission des berceuses de différentes origines. Donc, en fait, on trouve plus de 20 berceuses. Ce qui est intéressant, c'est que la collecte a été faite auprès des habitants. Ainsi d'ailleurs que les illustrations qui sont des photos qui ont été issues des collections personnelles des habitants. Donc cet album m'a permis d'abord d'avoir un échange avec une famille russe. Seule la mère parle français. Ses 2 enfants, environ 3 et 4 ans, font des allers-retours, se saisissant de plusieurs albums qu'ils vont apporter à leur mère qui est restée à l'extérieur. En fait, on les observe à distance et on entend vraiment qu'il y a un échange verbal très joyeux entre eux, mais voilà, qui se débrouillent sans nous et qui sont
voilà, que la mère est très à l'aise et que les enfants aussi, et qu'ils sont très heureux de découvrir plein d'albums. En fait, c'est une maman que j'ai rencontrée il y a plusieurs mois, parce que dès qu'elle arrive, elle me salue, donc tout d'un coup, je m'aperçois qu'effectivement, c'est pas la première fois que je la rencontre. Je décide de suivre le petit garçon quand il revient dans l'espace pour prendre Va-t'en grand monstre vert et pour l'emmener à sa mère. La mère me traduit ce que son fils lui dit. Il connaît l'album car il l'a dans sa classe. En fait, ces deux enfants sont scolarisés en France seulement depuis 1 mois. Donc j'en propose la lecture. La famille est vraiment ravie, surtout Basile. Puis sa petite sœur apporte beaucoup de beaux bébés à sa mère. Je propose également de leur lire et demande à la mère de traduire si elle en est d'accord. Je me suis posé la question pourquoi j'avais fait ça, parce que ce n'est pas quelque chose que je fais. Et je pense que je l'ai fait parce que justement j'avais entendu cet échange verbal joyeux et fluide juste auparavant et que je me suis dit que je n'allais pas mettre la mère en difficulté. Et donc effectivement ça se passe vraiment très, très bien et la petite fille est ravie. Puis je propose Allume la lune à la maman et je lui dis qu'on peut feuilleter l'album ensemble. Et je me dis, est-ce qu'il y a une berceuse russe? Parce que moi, je ne le connaissais pas vraiment très, très bien, cet album-là. Et bon, avec un grand sourire, la mère découvre une berceuse russe qu'elle chante pour ses enfants, mais aussi pour moi. Voilà. J'avais envie de vous faire partager cet échange culturel parce que je trouvais que c'était aussi un beau moment. Et puis, j'ai une 3e vignette. J'ai vu récemment un petit garçon que j'ai appelé Ibrahim. Ibrahim et sa mère. Alors, c'est aussi autour de Allume la lune, mais pas seulement. Donc, dès notre arrivée, j'aperçois une maman nourrissant son bébé à l'extérieur de l'espace. Nous arrivons, donc quand je dis nous, c'est bien sûr les bénévoles et moi. Nous installons les jouets, les albums et commençons les lectures. Alors que j'avais complètement oublié cette maman, elle rentre dans l'espace et elle dépose son fils sur le tapis. C'est un petit garçon vraiment, donc il a 9 mois, il a vraiment un regard très très vif, voilà. Je m'installe auprès d'eux et propose plusieurs lectures. La mère, un peu comme la mère précédemment, me regarde un peu surprise, mais elle accepte. Donc je me permets de chanter d'abord. Hein. Je chante beaucoup de comptines et la mère m'accompagne. Donc elle était en fait très, très partante. Je poursuis après avec Pas de loup de Jeanne HB. Alors là, le petit garçon est très vite pris par le rythme de cet album qu'il découvre avec plaisir. Il se met à babiller de plus en plus comme pour accompagner le rythme du récit. Et son regard s'attache tantôt au mien, tantôt aux illustrations, et les mouvements de son corps alternent entre une grande expressivité, c'est-à-dire qu'il bouge beaucoup, ou un moment en suspension. Et moi, ça me fait vraiment penser que la structure du récit en est la cause, quoi. Devant les manifestations de son fils, c'est une maman qui est très, très attentive. Hein. Devant les manifestations et le plaisir de son fils, la mère est ravie et me confie qu'elle ne savait pas que l'on pouvait lire des albums à des enfants si jeunes. Elle est d'origine arabe et me dit qu'elle préfère parler en français pour que son fils n'ait pas de problème quand il ira à l'école. Nous échangeons autour de sa préoccupation, mais je ne peux pas m'empêcher de lui dire de souligner l'importance quand même de la langue maternelle. Et je lui propose Allume la lune. Et en fait, elle le feuillette et chaque berceuse arabe, et il y en a pas mal, elle se met à chanter effectivement pour Ibrahim, donc pour son fils et moi. 15 jours plus tard, nous retrouvons Ibrahim et sa mère. Ce jour-là, nous arrivons plus tard. Parce que nous avions une réunion de bilan, ça fait que nos horaires étaient décalés. Elle est déjà installée dans l'espace, ce qui me fait penser qu'elle nous attend. Et en fait, la mère, après, me fait une remarque, effectivement, sur l'horaire qui confirme ce que je pressentais. Elle nous attendait. Donc, Ibrahim a dans les mains, parce que les jouets sont déjà sortis, donc Ibrahim a dans les mains un duplo. Donc, nous installons les albums. Et là, je leur propose de nous installer sur les petites chauffeuses, tout en rapprochant la caisse de jouets, parce que je trouve ça important, quoi. Justement, il a un jouet dans les mains et lui permettre de continuer à manipuler ce qu'il y a dans la caisse de jouets.
je commence plusieurs lectures. Donc, je reprends Pas de loup, beaucoup de beaux bébés. Alors là, la mère a beaucoup apprécié. Ibrahim, j'en suis pas sûre, mais la mère était ravie par la découverte de beaucoup de beaux bébés. Et puis, Loup de Douzou. Et là, j'ai assisté à la même chose que j'avais assisté pour Pas de loup, c'est-à-dire qu'il est vraiment pris par le rythme du récit. Voilà, comme il avait été pour Pas de loup. Et puis, à la page du grrr, il se met à répéter l'onomatopée après moi. La mère, c'est une mère très attentive, donc elle le note aussitôt, elle est complètement subjuguée et ravie. Donc je vais conclure un peu comme toi tout à l'heure, Evelio. J'ai écrit « Certaines familles qui viennent pour la première fois à l'accueil famille peuvent être surprises de nous voir dans cet espace avec des propositions de jouets et de lecture. Très vite, elles perçoivent qu'il n'y a pas d'enjeu particulier, qu'elles peuvent choisir de rentrer ou de rester à l'extérieur. Alors certaines familles se saisissent de cet espace, d'autres ne pourront pas le faire. Quoi qu'il en soit, comme partout ailleurs, c'est l'enfant notre meilleur allié. Lorsque le parent peut être témoin du plaisir que son enfant éprouve à la lecture d'un album, un grand pas est franchi. Voilà encore une fois des observations qui sont très riches, très pertinentes. Chacun de nous reçoit toute une série d'informations qu'on intériorise pour alimenter aussi nos pratiques, nos réflexions. Mais une chose qui m'a beaucoup touché dans ton exposé, cette description tellement détaillée de l'espace dans lequel cette pratique se réalise. Ça me fait penser à une époque que Benveniste, quand il a commencé à parler de l'importance de la théorie de l'énonciation, il disait tout discours prend vraiment son sens là, au moment où on le prononce. Là où on est. C'est ça, une pratique qui prend son sens là, parce que tu parles de cet espace entre deux qui est compliqué, un moment extrêmement difficile, d'attendre son père ou son grand-père qu'on va voir, etc. Et quelque chose qui m'a beaucoup intéressé dans tout ça, c'est que tu as créé une attente joyeuse par la pratique de lecture, dans une attente qui n'est pas nécessairement joyeuse. Voilà, ça me fait penser, je n'avais pas pensé à ça, mais voilà. Et quand tu disais, il était là, j'avais l'impression qu'il m'attendait. Et c'est ça, cette attente prend un sens très profond dans cet espace-là, où il y a une série d'attentes qui dialoguent entre elles. Et voilà, c'est ça, finalement. Quand tu faisais référence à des espaces psychiques, comment créer un espace, une temporalité psychique, parce que l'attente, c'est du temps psychique. Et l'importance des projets qui sont rythmés, c'est-à-dire qu'on ne peut pas faire une fête disparaître. Il faut être là avec un rythme musical tous les 15 jours ou tous les mois, une fois par mois, tel jour. Et une fois que les personnes ont intériorisé ce rythme temporel, on peut créer l'attente, c'est-à-dire qu'on sait ce qui va arriver avant que ça arrive, et on se fait accompagner dans ce moment difficile par ce type de temporalité gratifiante, si je peux le dire. Merci par cette expérience-là. On va donner la parole maintenant. Bonjour, donc moi je suis Christelle Bockel, donc je travaille dans les bibliothèques de Sainte-Geneviève-des-Bois et plus particulièrement dans une bibliothèque où nous avons la chance donc d'avoir juste en face une épicerie solidaire. Du coup, depuis à peu près 5 ans, je crois, on fait appel à l'association Accès et plus particulièrement au camion Livres en balade pour pouvoir intervenir dans ce lieu, donc qui est un lieu du coup assez atypique aussi. C'est aussi un lieu où on attend. Et les jours où nous on va lire des histoires, donc cette année c'était avec Nathalie et avec Christine. On y va aussi sans elle parfois, enfin, même on essaye. Moi j'y vais tout le temps, c'est toujours moi qui y vais, et du coup. Donc on n'a pas toujours on sait pas toujours le temps qu'on a en fait. Ça aussi c'est important. Pour moi, comme en salle de PMI ou comme à la prison,
Je ne sais jamais si je vais avoir 1 minute, 2 minutes, 5 minutes, 10 minutes. Et ça aussi, pour moi, ça peut changer des choses. La régularité aussi, vous parliez de ça. C'est important de me dire que ça fait 5 ans que je vais à l'épicerie sociale. Et ça fait 5 ans que la famille dont je vais vous parler aujourd'hui, je la vois. Et ils ont 5 enfants. Et du coup, chaque année, il y a un nouveau bébé, enfin plus ou moins. Voilà, et surtout le papa m'a dit que les femmes s'étaient fait pour ça, pour avoir des enfants, donc j'imagine qu'il y en aura un 6e l'année prochaine. Enfin, je ne sais pas, on verra. Nathalie, j'aurais aimé que tu sois avec moi pour... Mais non, non, t'as pas préparé. Parce que ce jour-là, en fait, où donc on a observé cette famille, Nathalie aussi a lu des histoires aux enfants de cette famille, puisque donc comme ils sont 5, ils n'étaient pas là tous les 5 ce jour-là. Il n'y en avait que 3 dans mon souvenir. Les 2 plus grands n'étaient pas là. J'ai eu la chance de revoir une des plus grandes là récemment avec sa classe. Donc il y a des ponts aussi, ça c'est important, de travailler dans un quartier où on est repéré en tant que bibliothécaire par les enfants, mais aussi par les parents. Tout à l'heure, vous avez dit que dans les écoles ou dans les crèches, accès n'est pas présent. En tout cas, la lecture individuelle. Et moi, je vous dirais qu'à Sainte-Geneviève-des-Bois, c'est faux. Parce qu'il y a plein d'endroits où les instits, les éducatrices, il y a plein d'endroits en fait où la pratique de la lecture individuelle en fait se fait. Après, elle n'est pas forcément, comment dire, expliquée parce que ça ne s'explique pas, on n'en parle pas forcément. Parce que pour les gens en fait qui proposent cette activité, c'est tellement une évidence qu'ils n'ont pas besoin d'en parler en fait. Donc c'est pour ça qu'on en entend moins parler, mais ça existe. Enfin, pour moi, c'est... Sinon, je voulais aussi, bien sûr, vous remercier de m'avoir invitée aujourd'hui et surtout remercier Isabelle Soer, puisque c'est grâce à elle que je suis là, puisque c'est elle qui m'a fait rencontrer Accès, puisque j'ai commencé avec elle il y a à peu près 15 ans, je crois, dans une PMI à Montreuil, et j'ai eu la chance de pouvoir travailler avec elle pendant plusieurs années. Et du coup, aujourd'hui, je suis là parce qu'elle m'a tout appris et que, une fois qu'elle m'avait appris, forcément, j'ai continué. Et donc, si un jour vous avez l'occasion de travailler avec une lectrice d'Accès, je pense que vous aurez aussi envie de continuer. Ça, c'était important aussi pour moi de le dire. L'observation, bien sûr, je vais vous en parler. Cette famille, donc, c'est la première fois que là, je vois le papa. Je ne l'avais jamais vu. Ils sont installés, donc ils attendent leur tour pour la distribution alimentaire. Ils sont installés dehors. Il fait chaud, c'est au mois de juillet. Ils ne sont pas dans le local où toi, Nathalie, tu es installée avec justement d'autres enfants. Et le camion est sur la pelouse. Avec, cette année, on a eu la chance d'avoir 2 personnes de la réussite éducative qui se sont joints à nous pour le projet. Donc, qui sont aussi des acteurs de la ville très importants, puisqu'ils sont là pour aider les enfants et les familles à pouvoir réussir. Parce qu'en fait, à l'école, souvent, ils sont repérés par les enseignants comme ayant des difficultés. Et du coup, c'est des familles aussi qu'on ne connaît pas forcément. Donc, c'est important pour nous de pouvoir les rencontrer dans ces moments comme ça, très ludiques, où on est disponible. La disponibilité aussi, tout à l'heure, vous en avez parlé. C'est important. Je crois que quand je suis à la bibliothèque, je suis beaucoup moins disponible finalement que quand je vais à l'épicerie sociale, enfin solidaire. Quand je vais à la PMI, c'est pareil. Et je vous invite aussi à réfléchir dans vos pratiques à cette disponibilité quand vous accueillez le public. J'en parlais tout à l'heure avec des nouvelles collègues. Pour moi, c'est très important de pouvoir, même à la bibliothèque, de proposer des lectures individuelles au tout public. À n'importe quelle heure de la journée et tous les jours. Voilà, donc ça aussi, j'y tiens. Je l'ai fait encore, quelle journée ? Hier, mercredi. Il y a aussi des enfants qui m'offrent des histoires. Une petite fille hier de 4 ans et demi qui m'a lu une histoire, Kalinours va à l'école, parce qu'elle la connaissait tellement bien qu'elle me l'a lue. Et sa mère, je la vois jamais. Elle vient toute seule avec ses sœurs. Voilà, donc il y a des très belles observations à faire, même au quotidien. Et pour finir, donc avec l'épicerie sociale, donc cette famille, donc ils sont installés. Et donc je reconnais la maman, elle me reconnaît.
je viens vers elle et je lui dis, si vous voulez, je lis des histoires à votre bébé. Et elle me fait un grand sourire. Et donc là, je me dis vite des livres, parce que là, dans l'espace où ils étaient installés, il n'y avait pas de livres. Parce que voilà, entre l'intérieur du local, le camion de l'autre côté sur la pelouse, on n'avait pas mis des livres un peu partout. C'était bon, un petit peu quand même organisé. Et donc du coup, je cours chercher quelques livres. Et voilà, donc un petit peu au hasard, finalement, je prends un livre de comptine, parce que c'est pas au hasard. Pour moi, c'est toujours important d'avoir un livre de comptine à proposer. Et puis un autre livre, donc un album, Le chagrin d'Audrey Poussier. Et le livre de comptine, c'est donc Meunier Tudor. Et du coup, donc là, je ne fais pas choisir du coup ce qui est un peu contraire à ce qu'on fait d'habitude. Normalement, je ne fais pas choisir les livres aux enfants ni à la famille. J'amène des livres que nous, finalement, on a choisis dans l'espace voilà, avec Nathalie juste avant de commencer la séance. Et donc, je me mets à chanter la chanson. Donc, je ne peux pas non plus me mettre, comme l'a expliqué Isabelle, vraiment en position, parce que les parents sont déjà installés. De chaque côté d'eux, il y a d'autres adultes. Et du coup, je suis obligée de me mettre en position du coup, de lecture en petit groupe, c'est-à-dire face à ce public qui est en face de moi. Donc, le bébé sur le genou de sa maman, le papa à côté. Et de chaque côté des deux adultes, deux femmes. C'est important parce qu'en fait, ils parlent en roumain. Et moi, je ne comprends rien. Donc, moi, je chante ma chanson. Et donc, voilà, je chante ma chanson. Donc, ils parlent en roumain, je chante ma chanson. Il y a le refrain qui revient, etc. Il continue à parler en roumain. Le bébé, lui, alors, il gigote, il se penche en avant, il sourit, il tape des pieds, etc. Mais on dirait que ça n'intéresse personne à part moi et lui, quoi. Enfin, lui et moi. Et puis, tout à coup, il commence à se passer quelque chose. Il y a un rythme qui se passe. À chaque fois que je vais chanter le refrain, il s'arrête de parler. Et puis ensuite, dès que je reprends un couplet, ils se mettent à parler. Et puis après, ça recommence, etc. Donc j'observe ça. Là, sur le coup, je suis en train de lire, chanter quand même, donc je ne peux pas observer tout de suite. C'est après, du coup, en parlant avec Nathalie, que je me suis dit, là, il y a quelque chose à faire, il faut que je le note, il faut qu'on en parle, etc. Et donc, je me dis, je ne sais pas, alors est-ce qu'ils ont compris, est-ce qu'ils ont écouté, est-ce qu'ils parlaient de ce que je disais, est-ce qu'ils traduisaient? J'en sais rien. Je ne sais pas. Après, du coup, je me dis, bon, voilà, c'est bon, ils sont chauds, là, c'est bon, on y va. Allez, on continue. Tant pis, ils n'ont toujours pas choisi le livre, c'est moi qui l'ai choisi, mais c'est pas grave, c'est Le Chagrin, c'est Audrey Poussier, j'adore Audrey Poussier, c'est rigolo. Sauf que là, bon, il faut pleurer, quoi. Donc je me dis, zut, voilà, ça va pas être facile et tout. Bon, tant pis, c'est le livre que j'ai pris au hasard, allons-y. Donc je commence à lire le livre du Chagrin, et du coup, comme il faut pleurer et que moi je suis quand même pas conteuse, mais j'aime bien un peu quand même jouer la comédie, je fais un peu semblant de pleurer, puis je pleure, quoi. Donc un peu plus, puis j'essaye d'imiter les pleurs, et du coup à la fin de l'histoire, voilà, donc tout le monde m'a écouté, plus personne ne parle. Il n'y a que le bébé du coup qui gigote et tout, mais sinon les adultes, il n'y a plus un mot, ils bougent plus, ils sont là. Ils regardent le livre, les pages se tournent, ils regardent tout ce qui se passe. Il n'y en a pas un qui perd un mot, je pense. Et enfin, donc j'arrête. Là, j'ai plus de livres sous les mains, donc je ne peux pas continuer. C'est dommage, mais en même temps, j'ai pas le temps. Vous allez voir. Donc, comme je vous disais, j'aurais pas eu le temps de continuer. Le papa m'adresse la parole. Donc la première fois que je parle avec lui, donc il parle le français, et il me dit. Ah madame, c'était trop bien votre lecture, c'était vraiment bien. C'est magnifique. Et je lui dis mais oui c'est vrai, j'ai imité quelqu'un qui pleure, c'est vrai, c'est vrai que c'est pas mal, mais je suis sûre que vous aussi vous pourriez faire comme moi et tout. Enfin il y a pas de raison. D'ailleurs vous savez, je travaille juste en face à la bibliothèque. Si vous voulez ce livre-là, vous pouvez l'emprunter et puis le lire chez vous et voilà, et vous amuser aussi à imiter un enfant qui pleure, quoi. Et puis là, après, c'est là où je suis un peu déçue de cette remarque, mais c'est ce qu'il m'a dit. Il m'a dit, bah oui, mais moi, chez nous, le seul livre qu'on lit, c'est la Bible. Et donc là, je me suis dit qu'on avait encore du travail à faire et qu'on allait se revoir. J'ai revu donc la maman la semaine d'après. Bien sûr, elle était toujours d'accord pour que je lise des histoires à son bébé.
Sauf que là, elle était venue sans son bébé. Elle était toute seule. Donc, alors, je lis aussi des histoires aux adultes. Ça aussi, c'est une chose que j'avais appris avec Isabelle ou avec Axel, je ne sais pas. Mais en fait, quand on lit des histoires, pour moi, on lit aussi des histoires aux adultes. Et donc, parfois, ça m'arrive de lire des histoires à l'épicerie solidaire. Il y a des gens aussi qui viennent sans enfants, mais qui sont très éloignés du livre. Et je leur lis des histoires pour enfants, du coup. Et ils sont très contents. Parce que souvent, ils n'ont pas la culture qu'on a. Ils n'ont pas eu la chance d'entendre des histoires quand ils étaient petits. Et puis parfois, ils n'ont pas la langue aussi. Donc, ils sont contents d'entendre la musicalité, justement, dont on a parlé dans les histoires. Du coup, ça m'arrive régulièrement de lire des histoires à des adultes, mais des histoires pour enfants. Voilà. Sinon, voilà, je pense que je reverrai sûrement cette famille l'année prochaine et j'espère qu'un jour, j'arriverai à les emmener à la bibliothèque. Voilà. Certainement qu'ils iront à la bibliothèque un jour, probablement. Voilà, la question du rythme revient sous des formes très différentes. Tu fais référence au rythme, le rythme des séances, le rythme de la voix, et de voir comment dans cette séance-là où tout le monde parlait, lorsqu'on essayait d'entrer en contact, tout d'un coup, il y a un silence qui s'installe. C'est-à-dire qu'on a réussi à créer une espèce d'attention conjointe. Avec le bébé, on a la vision conjointe, c'est-à-dire qu'on regarde les mêmes couleurs, les mêmes formes, les mêmes choses. On adresse le regard, mais deux personnes différentes qui regardent la même chose. Mais cet regard physique, regard conjoint, se transforme lentement en attention conjointe. Et c'est là où la culture va entrer. C'est-à-dire qu'une culture, c'est des regards extrêmement différents, mais qui à peu près regardent dans la même direction. C'est ça, et ça se transforme lentement en copensée, c'est-à-dire arriver à être d'accord vis-à-vis quelque chose à travers de la pensée. Cet acte, lorsque tout d'un coup, comme vous dites, là, c'était chaud. Cet acte d'avoir amené, d'une manière extrêmement libre et spontanée, à attirer l'attention pour faire quelque chose dans une activité partagée. Voilà, ça arrive avec les adultes. Quand ils trouvent quelque part la musique de la langue, les rythmes, tout ce qui est en rapport avec tout cela. Voilà, c'est-à-dire il y a tellement de choses invisibles qui se passent dans la rencontre entre un adulte, un enfant et un livre. Et ce qui me paraît extrêmement important pour revenir à la présentation de Lynn, c'est comment cet enfant qui a pris le livre de Beau Bébé est sorti de cet espace-là pour aller amener à la mère. Maman. C'est-à-dire que c'est déjà un promoteur de lecture, d'une certaine manière. Il commence à aller partager quelque chose qu'il commence à incorporer, à intérioriser. Et c'est ces petites choses-là qui créent des cheminements différents, mais qui sont extrêmement importants, qui permettent après de créer un dialogue entre différentes personnes. Merci beaucoup. Et accès... Il y a quelqu'un qui insiste tout le temps, vous savez constater, dès qu'on parle, si la bibliothèque n'est pas présente, Marie Bonafé dit, mais ça ne va pas, ça ne va pas. C'est quelque chose d'extraordinaire et c'est vrai que René Diaclin a insisté beaucoup. Geneviève Pat, qui est ici, connaît comment c'est la bibliothèque, la petite bibliothèque, c'est une grande bibliothèque en fait. La petite bibliothèque ronde, c'est une immense bibliothèque. Voilà. Maintenant, nous passons. Écoutez, merci d'être resté. Je suis Evelyne Resmovens, je viens de Bretagne et je vais vous parler des enfants du voyage avec lesquels j'ai travaillé pendant 15 ans. Je travaille plus avec eux depuis... Il y a 2 ans que j'ai arrêté de les rencontrer. Donc voilà, je vais parler au passé forcément, sauf que ils existent toujours. Je dois dire que dans toutes ces années, donc au cours de toutes ces années, j'ai vu une grande évolution dans la façon dont les parents investissaient l'écrit et l'école. Il y a eu une énorme progression et quand j'ai commencé en 2000, il y avait vraiment très peu d'enfants qui apprenaient à lire et peu d'enfants qui savaient lire. Et 15 ans après, beaucoup d'enfants savaient et les enfants, comme n'allaient pas encore beaucoup au collège, ça reste quelque chose d'assez difficile. Pour les parents de laisser leurs enfants partir au collège. Le primaire, c'est accepté, mais le collège, c'est vraiment difficile. Mais j'ai quand même vu, même des filles
très peu nombreuses, mais tout de même, aller au collège. Voilà pour vous dire un peu l'évolution. Donc je voulais leur rendre hommage un peu. Là, c'était vraiment une photo posée, hein, c'est que des petites filles. Elles sont très joyeuses. Il faut savoir que ce qu'elles aimaient beaucoup, beaucoup dans le camion, à part lire des livres avec les frères et avec tout le monde, c'est une fois que c'était terminé, ranger, remettre les coussins en place, tout arranger. Parce que quand même, il faut reconnaître que, on va le voir pour plus tard, les mamans, elles n'ont pas beaucoup le temps de venir dans le camion, elles viennent un petit peu, elles regardent, mais elles n'ont pas le temps parce qu'elles ont à faire les affaires. Les affaires, ça veut dire le travail de la campine, parce que ça s'appelle comme ça, c'est la caravane. Oui. Et c'est la caravane. Oui. Et donc, il faut que ce soit rangé. C'est très, très propre, très nickel dans la plupart de ces lieux où ils vivent. Hein. Il n'y a pas beaucoup de choses, on va en reparler. Comment ça se présente quelquefois, c'est des aires d'accueil qui sont extrêmement... Alors, d'abord, dire quand même que je travaille j'ai travaillé chaque fois avec une association, Centre social des gens du voyage, dans les Côtes d'Armor. C'est dans les Côtes d'Armor. Une association qui s'appelle Itinérance. Et qui travaillait, et on était toujours ensemble, le camion des livres d'Accès Armor et la roulotte d'itinérance, c'est-à-dire une roulotte posée sur un plateau de camion qui sert d'accueil. Donc les enfants, moi j'y tenais beaucoup à ce qu'on soit toujours ensemble pour que les enfants puissent venir choisir d'écouter des livres ou d'aller faire autre chose dans la roulotte. Donc il y avait beaucoup d'allées et venues entre les deux espaces qu'on mettait côte-côte. Alors, dans des espaces comme ça, l'évidence du camion qui va s'installer là, qui est accueilli évidemment très très naturellement. Alors, à la fin, le camion il était vieux, comme moi, mais au début, le camion il était jeune, il était neuf, et là il était très très admiré par les pères. Les pères venaient beaucoup quand même trouver que voilà. Enfin, il n'y avait pas tout à fait les pistons qu'il fallait des fois, mais quand même c'était bien. Et puis après, au fur et à mesure qu'ils vieillissaient, ils s'intéressaient beaucoup moins au camion. Mais ils venaient quand même toujours contrôler comment ça se passait dedans, les enfants, comment c'est, un petit œil par la vitre arrière éventuellement, voir si tout va bien. Et il est arrivé quand même assez souvent que des pères entrent dans le camion avec les enfants, surtout quand les enfants ne voulaient pas y aller. Parce qu'ils étaient toujours, enfin moi ça vraiment, hein, les parents que j'ai rencontrés au fil de ces années étaient très demandeurs que leurs enfants viennent à l'école. Ça s'appelait « va à l'école » parce que ça avait habitué après. Alors on avait beau dire que c'était pas l'école, voilà, va à l'école. Pour des parents qui n'étaient en général pas allés, ou quand ils y étaient allés, ils avaient été extrêmement mal accueillis. Ça, c'est aussi une réalité. Voilà, alors on peut lire dedans, on peut lire dehors, ça vous connaissez par cœur. Moi, je vais insister sur l'accueil, le très bon accueil reçu, l'importance évidemment de lire à toutes les générations. Et là, quand les parents ne rentrent pas encore, ben voilà, on peut se mettre dehors. Mais dans ce que les parents renvoyaient, c'est beaucoup, c'est bien ce que vous faites. J'ai eu beaucoup de grand-mères aussi qui venaient dire après, c'est bien ce que vous faites. Enfin, je vais insister sur l'accueil parce que ça a tellement toujours été ça, des grands moments de partage. Alors on est là pour parler de... Alors je veux bien... Voilà, c'est ça. Cette diapo, elle est très importante. Parce que je vous disais, les mères, elles n'ont pas le temps. Elles vont regarder un petit peu, mais elles ne vont pas rester parce qu'elles ont autre chose à faire. Les affaires, justement. Et là, tout d'un coup, ce jour-là, j'étais dans le camion, à la porte du camion, et on me met dans les bras, une grand-mère me met dans les bras un paquet enveloppé, un truc enveloppé dans un tissu, quoi. Un tissu qui avait l'air... je ne savais pas ce que c'était. En fait, c'était la couverture du fond, là, jaune et verte. En fait, il se trouve que c'était un bébé. Mais ça, je ne le savais pas, je n'étais pas prévenue, donc je ne savais pas dans quel sens le prendre, parce que c'était très, 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 très emballé. Non, mais j'ai gardé ce passage-là, c'est un moment très, très important, parce que c'est la première fois que je voyais une mère autorisée à prendre le temps de venir s'installer dans le camion avec tout le monde, parce qu'elle venait d'accoucher. Et venant d'accoucher, elle avait toute légitimité à prendre du temps pour elle et à venir s'installer au fond. Elle est là, elle va fureter dans tous les albums qui sont là pendant qu'on lit avec les autres enfants. Elle est très souriante, très heureuse. Elle vient d'accoucher. Elle a ce mettre par terre, j'avoue. Mais bon, j'étais pas prévenue. Je trouve que c'est important de se rendre compte de cette question du temps possible ou du temps volé. On va en reparler, si vous êtes d'accord. Alors, l'émerveillement, on va le voir après, c'est beaucoup entre les grands et les petits. La plupart du temps, les petits viennent accompagnés par les grands frères, les grandes sœurs ou les cousins
les grands cousins, c'est mon cousin, c'est ma cousine, voilà. Là encore, vous voyez le bébé qui est sur les bras sur le genou de son grand frère pendant qu'il regarde le livre de sa cousine, très probablement, avec du monde. Beaucoup de gaieté aussi. La petite qui est là devant, Shana, je l'ai revue souvent, et je l'ai revue dans d'autres endroits. Parce qu'en fait, les enfants, ils bougent. Moi, j'allais sur des aires d'accueil différentes, mais les enfants bougent aussi. Et donc, on les retrouve ici et là. Et Shana, j'ai envie de lui rendre de lui faire un petit signe là aujourd'hui. Elle est revenue dans le camion dans un autre lieu, alors que je ne l'avais pas vue depuis, je pense, au moins 1 an et demi. Et elle s'est précipitée sur la boîte à comptines de Nadja. Comme si, elle est rentrée avec une évidence. Et elle a pris cette boîte à comptines, elle m'a demandé, et elle m'a dit « Bah oui, je les connais », de façon tout à fait évidente, alors qu'elle n'était pas venue si souvent que ça. C'est-à-dire que la familiarité, c'est quelque chose qui s'installe très très vite, en fait, avec eux, parce qu'ils sont très curieux, ils ont beaucoup d'appétit de tout ça. Et je voudrais aussi, parce que je l'ai entendu plusieurs fois, dire combien ils étaient heureux pour ceux qui allaient à l'école, ceux qui vont à l'école, de retrouver des livres qu'ils ont à l'école. Et très heureux voilà, alors, en bibliothèque, ils n'y ont pas encore beaucoup, encore que, on va voir, mais de retrouver, et ça on l'a, et quelque chose de très important. Alors, tout de suite, Evelio parlait d'attention conjointe. Je crois, oui, effectivement, qu'avec ces enfants-là, particulièrement, mais avec tous les enfants, c'est quelque chose de tout à fait essentiel à mettre en place et à développer. Et là, c'était un très bel exemple. C'était 2 petits jumeaux. C'est un des jumeaux qu'on voit là. Des moments pas trop vite quand même, des moments très intenses qui vont. C'était des gamins qui n'avaient pas du tout l'habitude des livres. Là, ceux-là, ils venaient pour la première fois. Un peu, ils étaient plutôt à faire des choses à l'extérieur avec des vélos, etc. Et des trucs récupérés ici et là. Vous savez qu'ils sont toujours près des déchetteries. Vous savez ça. À peu près partout. Hein. C'est pas dans toutes je pense que c'est comme ça dans tous les départements. Donc ils récupèrent beaucoup de trucs et ils peuvent bricoler avec. Donc voilà. Donc cette attention conjointe, je trouve que c'était important. Mais alors avec cette question de l'émerveillement et du beau, Michel nous a présenté des livres de Bruno Munari. En voilà un. Qui faisait mouche vraiment chaque fois avec tous les enfants qu'on ne trouve malheureusement plus aujourd'hui, sauf dans vos bibliothèques, je l'espère. Mais il y a un vrai bonheur hein, de la manière dont ils vont s'investir dans ces lectures-là. Et donc, le titre de mon intervention, c'est Guette la merveille, parce que Guette la merveille, guette la beauté, je ne vous l'ai pas dit encore, j'aurais dû commencer par ça, c'est vraiment ce que j'ai entendu le plus dans le camion des livres avec les enfants du voyage. C'est l'expression, parce qu'en fait, guetter, chez les gens du voyage, ceux que j'ai fréquentés, c'est regarder. On ne disent pas regarde, ils disent guette. Guette, ce qui en dit long, je crois, sur la façon dont ils doivent se méfier aussi. Et guette la merveille, guette la beauté, je l'entendais tout le temps, avec une espèce. Enfin, c'est vraiment des enfants qui ne sont pas blasés. Ça, j'avoue qu'il y a un bonheur fou à travailler avec eux pour cette raison. Voilà, là aussi, je trouve que cette image-là sur Guette la merveille, Guette la beauté, elle est assez fascinante. Cette petite fille qui est habillée avec un t-shirt Barbie et qui a passé un temps infini devant ces images de Tana Oban, de toutes les couleurs. Là aussi, alors effectivement, sans qu'on intervienne, il y avait quand même beaucoup de moments où les enfants... il y a beaucoup de moments où les enfants ont besoin d'être tranquilles aussi avec leur découverte, hein, qu'on les laisse à leur rythme, on va le revoir. Et avec la diapo suivante, je voudrais vous parler de... Alors ça, c'est les comptines de Nadja, la boîte à comptines. Je veux bien la suivante, s'il te plaît. Voilà, l'observation que j'ai à vous raconter, c'est Yaya. Yaya, elle vient de temps en temps. Yaya, elle est sur une... C'est pas une aire d'accueil, c'est un endroit qu'ils essayent d'investir parce que c'est à Guingamp, qu'il n'y a pas encore d'aire d'accueil, que c'est compliqué. Alors ils vont là sur le petit parking de là, ils vont sur le truc on vend des choses pour les jardins, là, les espaces. Gamme vert, genre comme ça, enfin, voilà. Bon. Alors ils n'ont pas le droit d'y être, c'est compliqué. Et donc ça dépend vraiment des familles. Ça, c'est une famille qui a quand même un peu des difficultés d'intégration sociale. Alors on travaille beaucoup avec eux au niveau du CCAS, etc.
Et il y a cette petite fille, Yaya, qui adore vraiment prendre Motion de Komagata, qui sont des petites fiches. On retourne, vous les voyez là, les petites fiches, je les ai mises vertes. C'est les deux fiches vertes là, avec les personnages qui bougent. C'est Motion, c'est Komagata, je ne sais pas si vous connaissez ça, vous ne connaissez pas. Et vous retournez, vous avez le mouvement, c'est très très beau, c'est tout petit. C'est comme ce que nous a montré ce matin Michel de Paul Cox, le livre qui n'en finit plus avec le lever du soleil, les quatre pages là. Et elle aime beaucoup jouer avec ça. Et puis un jour, elle tombe dans les prélivres sur ce livre 2 de Bruno Munari. Et le livre 2 de Bruno Munari, eh ben, c'est aussi c'est son livre de gymnastique. Et vous voyez le mouvement de page après page. Et Yaya, elle tombe sur le livre de Munari, elle le regarde, et elle dit « Ah !» Et elle va chercher Motion de Komagata, elle sort toutes les fiches, et elle les sort, et elle les installe à l'intérieur du livre de Munari, comme si c'était une évidence que ça allait ensemble. Or, j'ai eu la chance de pouvoir en parler à Komagata, quand je l'ai rencontré, j'ai même envoyé des photos avec ça, enfin bon. Et pour lui, c'est vraiment une évidence qu'il s'est complètement inspiré de Munari pour créer cette série qui s'appelle Motion. Donc voilà, j'avais envie, le jour de l'émerveillement et de la beauté et de ce que les enfants vont recevoir, cette petite fille, quand même en grosse difficulté sociale, qui avait du mal à aller à l'école, qui trouve ce truc avec ces deux artistes, j'avais envie de le partager avec vous. Peut-être la suite, la manière de trouver des moments, des endroits où on va se cacher. Je veux bien la suivante aussi, cette petite fille qui se cache pour lire tranquillement dans le camion. Et puis, je veux bien la suivante. Je voudrais vous parler, pour conclure, de René Diatkine, enfin pour conclure presque, et de la question de posséder les livres. Parce qu'en fait, tout ça, c'est bien gentil, mais les enfants, ils aiment bien avoir des livres à eux aussi. Et je voudrais citer René Diatkine. Alors, j'étais là. Je me souviens. Bon, alors les 10 ans d'accès, René Diatkine avait dit à un parterre de bibliothécaires, si les enfants n'ont pas de livres, il faut qu'ils les volent. Ce que j'avais trouvé très très bien, mais ça avait fait des remous un peu dans l'assistance. Et je vous disais que le temps volé pour venir lire, voler les livres, voilà. Tout ça. Or, on travaille avec une population qu'on traite quand même de voleurs de poules. Je dois quand même le dire clairement. Or, je dois dire que jamais les enfants, moi j'ai pas eu, enfin c'est arrivé, mais de manière vraiment, mais c'est quasiment pas arrivé pendant ces 15 ans que les livres soient volés dans le camion avec les enfants du voyage. Par contre, ce qui est arrivé, c'est que je leur donne des livres. Et je veux bien la suivante. C'est que donc nous achetions à Accès Armor des livres pour les donner aux enfants. Donc, des livres, souvent, la lune dont tu parlais, elle est là. Et en fait, donc des folios, des livres, des poches, et des poches de livres qui sont dans le camion en grand format, pour que voilà. Et on ne le donnait pas systématiquement à chaque visite, mais selon les moments, pour aller prendre le panier qui n'était jamais, évidemment, les livres donnés n'étaient jamais les livres qui sont à l'intérieur, dans l'espace où on accueille les enfants, bien sûr. Mais par contre, devant, il y a le panier de livres qu'on donne, et les enfants choisissent. Et des choses assez extraordinaires, c'est que les enfants ne se disputaient jamais pour le choix. Quelquefois, ils étaient déçus, parce qu'ils auraient bien aimé le livre que le premier avait pris, mais ça ne fait rien, ils acceptaient très bien, toujours, et choisissaient un autre livre. Et puis, je me suis rendu compte très vite que ça ne marchait pas du tout, cette affaire. Parce que quand ils rentraient dans la caravane avec le livre, les adultes croyaient qu'ils l'avaient piqué. Donc, ils revenaient me le ramener, le livre, en disant, bah voilà, donc ça s'est fait qu'une fois, parce que j'ai vite compris l'erreur. Et donc, j'ai pris l'habitude d'écrire, nous avons pris l'habitude d'écrire leur nom à l'intérieur du livre donné. Et il y avait ce rituel très important du nom écrit. Et là, je crois que, Evelio, tu auras quelque chose à dire à partir de ça. Mais je crois qu'il repartait avec ce livre très précieusement. Une fois, il y a un enfant qui m'a dit, en parlant d'une autre petite, elle a déchiré son livre. Elle l'a mis à la poubelle. Donc j'étais un peu surprise. Le livre que tu lui avais donné, elle l'a mis à la poubelle. J'étais un peu surprise et j'ai essayé de comprendre un peu ce qui se passait. Elle avait le droit de le mettre à la poubelle, il était à elle, hein, c'était son affaire après. Mais j'avais envie de comprendre. En fait,
c'est parce que c'était un folio dans lequel, à la fin, il y avait une page blanche. Il y avait une page blanche sur la couverture. Et que son père s'en était servi pour noter les points au jeu de cartes avec ses potes. Donc, le livre était devenu impossible à garder. Et elle l'avait déchiré, mis à la poubelle par colère que son livre ait été, on va dire, vraiment, quoi. Oui. Donc voilà l'exemple. Et par contre, ce que me disait beaucoup l'éducatrice avec laquelle je travaillais dans l'association Itinérance, c'est qu'ils ne gardent rien dans les caravanes parce qu'ils n'ont pas la place, mais les livres, ils les gardent. Voilà. Et enfin, c'est l'avant-dernière chose que je vous dirais, un jour, j'ai un petit gars c'était plus récemment, là, c'était l'année dernière, qui est arrivé en disant, moi j'en ai un, mais... En fait, il vient de Rennes, là, parce que quand j'étais à l'école de Rennes, je l'ai gardé. Et donc, c'était un livre d'une bibliothèque de Rennes, qu'il avait gardé, effectivement. Et comme je lui dis, bah, écoute, si tu veux, moi, je vais te donner un livre. Si tu veux, on peut le rendre à la bibliothèque de Rennes. Si tu veux, moi, je veux bien l'envoyer, on va le rendre à la bibliothèque. Voilà, donc on a fait ça. Il était très content, finalement. il a eu un autre livre à la place, mais on l'a rendu à la bibliothèque de Rennes. C'est une petite histoire, ça, hein, mais bon, voilà. Et enfin, dernière image, s'il vous plaît, et c'est pour vous dire comment les choses s'ouvrent et s'ouvrent sur d'autres possibles. Ça, c'est une lecture qu'on a faite à l'intérieur du musée de Saint-Brieuc. On est allé visiter une exposition avec un groupe d'enfants du voyage, avec l'animatrice, évidemment, l'éducatrice d'itinérance. Et on a lu, c'était sur les alphabets, et donc j'avais fait toute une sélection de livres sur les alphabets. Ils avaient eu envie de se mettre, quand tu parlais de l'espace, vous parliez de l'espace, justement là où il y avait une espèce de toit pour se mettre à l'abri. Voilà, donc je vais conclure avec une citation de Duras, mais dont je ne saurais pas citer exactement l'origine, mais je l'ai dit depuis tellement longtemps, on l'a dit depuis tellement longtemps. C'est le temps de lire, le temps d'écrire et le temps d'aimer, c'est toujours du temps volé. Je vous remercie. Merci Evelyne. La première phrase que tu as prononcée, ça m'a touché beaucoup. Quand il a dit, je travaille avec les gens de voyage depuis 15 ans. Ça m'a touché beaucoup parce que j'ai pensé immédiatement à la pérennité des projets. L'importance de créer des projets dans la durée, idées avec lesquelles accès, lutte et parfois il n'est pas bien compris. Alors, 15 ans de travail, quel bonheur pour tous ces enfants qui viennent de temps en temps, qui ne viennent pas régulièrement, mais y compris cette petite fille qui avait passé 1 année et demie sans venir, et quand il revient, il retrouve là quelque chose qu'il connaissait déjà. C'est ça ce qui est extrêmement important dans les projets à long terme. Bon, et tout ce que nous dites là par rapport, j'étais très touché, je dirais j'étais émerveillé par la beauté des visages de ces enfants-là, par les sourires. Là, c'était vraiment merveilleux. Alors il y a là quelque chose d'extraordinaire pour la lecture, les livres, la littérature. Parfois on l'ignore. Il faut avoir fait des choses comme toi pour les découvrir. Vraiment, ils n'attendent que de ça en fait. Ils sont très, très heureux de venir. Je pourrais même rajouter une petite histoire affreuse. Une fois, ils avaient oublié dans le camion une arme en plastique, un jouet quoi, un truc qu'ils avaient dû récupérer je ne sais pas où. Et 2-3 jours après, je devais retourner dans le coin. Donc je suis passée en camion pour leur redonner l'arme l'arme en plastique, parce que c'était pas à moi, ça me gênait. En plus, ça me gênait d'avoir une arme dans le camion, pour tout vous dire. Mais même s'il était en plastique, bon voilà. Et donc je suis arrivée, je les ai vus, ils étaient sur la butte. Donc... Mais ils s'en fichaient complètement de ce truc, parce que les objets, ils s'en fichent de toute façon. Par contre, me voir repartir avec le camion sans être rentré dedans, c'était une erreur, mais alors monstrueuse de ma part, quoi. Je referai jamais ça, jamais. Oui. Voilà, très bien. Bon, il y a cette histoire aussi de l'appropriation des livres par les noms. Je trouve que c'est extrêmement fort. Une fois que le nom est marqué sur les livres se transforme complètement. Et ça m'a fait penser, quand on avait parlé de cette observation-là, à quelque chose qui se passe en Amazonie, en Mexique, dans les Indiens. C'est qu'à la naissance, à peine le bébé naît, immédiatement, il y a le chaman là qui lui dit « Et pour perpétuer l'existence de ton esprit, on te donne un nom. » Pour perpétuer l'existence de ton esprit, on te donne un nom. Le nom devient la case, la maison
symbolique du sujet humain. On le crée une note musicale à l'intérieur de la langue. Et c'est dans cette maison-là que le sujet va construire son devenir individuel et social. Et c'est tellement fort que même quand le sujet ne fait pas partie de ce monde-là, le nom et le prénom continuent. Ça, c'est dans les pratiques indiennes, l'importance du nom. Linguistiquement, c'est très fort, cela. C'est-à-dire, nous avons les noms propres, comme on dit, vaguement, et les noms communs pour les objets, mais les noms propres pour les personnes. C'est quelque chose qu'on n'aurait pas le temps de dire, les conséquences que ça peut produire lorsqu'un enfant s'attache à cette note musicale. Et pour dire, y compris du point de vue philosophique, j'ai une belle phrase de Socrate que quand il était en train de mourir et que ses élèves pleuraient, et alors Socrate a posé la question, mais pourquoi vous pleurez? Pourquoi vous pleurez? Alors les élèves se sont dit, parce que tu es en train de mourir. Alors il s'est mis en colère en disant, il ne faut pas confondre Socrate avec les dépouilles de Socrate, parce que Socrate ne mourra jamais. Et voilà, et c'est ça la force du nom. Quel bonheur pour ces enfants-là de pouvoir créer ces relations avec ces livres-là. Et j'irai un peu plus loin, c'est-à-dire que chacun de nous est en train d'écrire un livre psychique, j'utilise l'expression livre psychique. C'est dans ces livres psychiques que nous mettons toutes les expériences du monde extérieur, du monde social et tout ce que nous vivons dans notre profonde intimité. Et dans ces livres psychiques, c'est notre vie qui est condensée et c'est un livre qui reste inachevé. Mais dans ces livres psychiques, il y a parfois des choses douloureuses qu'on ne voudrait pas lire. Mais les livres de littérature, de poésie qu'on peut prendre dans les mains, parfois nous permettent de lire indirectement ce que nous n'arrivons jamais à lire directement. Et ça, c'est la force de la littérature, la fonction de la littérature, c'est-à-dire que c'est une espèce de poumon psychique. Voilà. Un jour, j'ai quand même eu une personne qui n'était pas qui était tout à fait hostile, un monsieur très hostile, parce qu'en fait, il n'était pas de là. C'était un cousin lointain, je ne sais pas. Il était arrivé d'ailleurs, il était de région parisienne, je crois. Il était très hostile parce que ce jour-là, il y a une équipe de télévision qui était venue faire un reportage sur une télé régionale qui venait faire un reportage. Il n'avait pas supporté du tout. Il n'arrêtait pas de dire, mais on n'est pas des singes, on n'est pas des singes, on n'est pas des singes. Qu'est-ce que vous venez faire là? Parce qu'il y a un moment donné où ils adoraient qu'on les prenne en photo, et après ils se sont rendus compte qu'il y avait un problème avec ça, et que, voilà. Bon, bref, donc c'était un jeune homme, hein, il avait quoi? Je ne sais pas, il avait peut-être 25 ans. Mais c'était vraiment difficile, et il mettait un climat très très difficile. Et en fait, ce qui m'a sauvé, ce qui nous a sauvés, ce qui a sauvé ce jour de mon intervention, c'est Anthony Brown. Je suis allée chercher, je lui ai proposé, alors là c'est quand je disais qu'il fallait être gonflé, des fois il faut être gonflé, c'est vrai, et je suis allée chercher le livre avec où on compte un babouin, des singes, que des singes, tous, et moi, et il se met à la fin, voilà. Et donc je lui ai lu, alors on est à l'entrée du camion, à l'extérieur, quoi, je lui ai lu ce livre-là, et il a dit, ah ben c'est vrai, et puis il est reparti calme. Donc voilà. Ça me fait rappeler aussi cette phrase très forte de René Diacrine qui disait qu'en tant qu'il y a encore une petite flamme qui ne s'éteint pas, on peut faire beaucoup de choses. Et je pense aussi que c'est très important que les lectrices d'Accès ne demandent pas de retour non plus, hein. Ne demande pas de répéter l'histoire ou ne pose pas des questions comme un enseignant pourrait le faire, hein, parce que c'est très difficile de parler avec les gens, je trouve, dans une salle d'attente là comme ça, parce que c'est vrai qu'en général les gens sont extrêmement tendus sur les histoires de bébés. Je veux dire, c'est leur première expérience souvent de relations médicales, ça a à voir avec des relations de contrôle souvent, enfin, ou au moins de fournir des éléments de témoignage de leur état de bons parents, enfin, de choses comme ça très compliquées, hein. Et je pensais aussi par rapport à ton travail à toi, il y a une expression française qui dit « aimable comme une porte de prison », hein. Et donc là, ça donne bien
une illustration implicite de l'ambiance de ce genre de moment. Hein. Et c'est pas facile de parler dans ce genre d'endroit, parce que de quoi on peut parler, hein. Et donc d'amener une médiation, je pense, ça allège un peu l'atmosphère quand même. Hein. Alors, pour conclure, je voulais vous dire que parmi les projets d'accès en 2020, nous aurons sans doute une présentation du travail de Nathalie Virneau sur sa recherche pendant les 3 années dans les petites écoles de Savigny, que nous aurons sans doute une conférence en visioconférence avec une équipe des bibliothèques du Canada qui présentera son travail sur l'amélioration de la concentration des enfants qui lisent régulièrement, que nous aurons sans doute en 3e chose une journée, enfin une soirée avec le professeur Gols qui continuera à nous parler de son expérience sur le développement des bébés. Donc, je suis très heureuse du déroulement de cette journée et de la nombreuse assistance qui a été présente. Hein, et je vous demande aussi de penser à vos adhésions à notre association. Ça fait partie des choses très importantes par rapport aux tutelles, d'avoir un retour, d'avoir un nombre important d'adhérents. Mais je voulais signaler que Pas de loup est dédicacé à Éveillot par Jeanne HB. Ça avait été oublié. En première page, si vous pouvez le lire. Dédicace donc de Éveillot pour donc le livre de Jeanne HB, Pas de loup. C'est un cadeau formidable que fait l'adulte à l'enfant quand il lui renvoie un écho de ses petits discours. Voilà. Éveillot, Cabrero, Parra.